Et puis le même principe, hein, n'hésitez pas, en tout cas c'est surtout à nous faire part de tous vos commentaires, en particulier sur le chat, voire en prenant la parole. De toute manière, il y a des temps de questions-réponses pour prendre en compte les questions à la fin de chacune des parties. Donc démarrons. Pour ce troisième atelier, l'ordre du jour, le sommaire, bon, qui est très similaire à ce qu'on a pu faire ensemble les deux précédentes fois. En introduction, évidemment, un très rapide rappel de la démarche de ces ateliers Sentinelle. Les éléments qui ont pu avancer depuis le dernier atelier et qu'on va partager entre autres avec vous aujourd'hui. Et puis surtout un focus qui avait été demandé la dernière fois et qui était fait sans doute effectivement manquant sur un effort d'essayer d'expliciter les cas d'usage finalement auxquels on souhaite répondre. Donc on a essayé effectivement de les regrouper, vous verrez par famille. Donc voilà, donc ça sera pour l'introduction. Ensuite, je dirais comme d'habitude, on va passer en vue les irritants. L'irritant 1, quelques évolutions sur la solution qu'on envisage de proposer, mais qui ne sont pas extrêmement structurantes, donc on passera assez vite. On passera encore plus vite sur l'irritant 2 parce qu'il n'y a pas d'évolution proposée aujourd'hui sur cet irritant, mais comme un rappel de ce qu'on avait convenu la dernière fois. Et puis surtout, la dernière partie qui est la partie nouvelle, puisqu'on n'avait pas entre nous pu véritablement échanger à part lors de l'introduction du premier atelier sur l'irritant 3, qui pour rappel concerne l'identification des boîtes aux lettres destinataires à utiliser quand on veut écrire à un professionnel, évidemment dans le cas généralement où il y a plusieurs boîtes aux lettres déclarées pour un même professionnel. Donc on l'avait dit, hein, ça regroupe plein de problématiques différentes. On a essayé aussi là de clarifier en segmentant les choses et donc commencer avec cette segmentation, identifier des pistes de solutions, les partager avec vous et puis vous faire réagir dessus. Et puis on conclura sur effectivement la suite des travaux à court terme sur ce chantier. Donc en introduction, donc un rappel, hein, d'abord rapidement. Donc là je vous ai remis évidemment les irritants, puisque je parle souvent d'irritants 1, 2 et 3, le rappel des intitulés. Hein, sachant que l'irritant 1, c'est en libéral la capacité d'avoir une boîte aux lettres finalement organisationnelle pour une structure qui n'a pas de finesse. L'irritant 2, donc toujours en libéral, la capacité de déléguer une boîte aux lettres, donc pas uniquement une boîte organisationnelle ou personnelle évidemment, à des personnels administratifs, donc type secrétaire médical ou assistants médicaux, ou évidemment à d'autres professionnels habilités. Et donc l'irritant 3, j'en ai parlé à l'instant. Donc la démarche, on est toujours effectivement dans l'étape 2, qui consiste à identifier des solutions qui pourraient répondre à ces irritants. On est toujours dans la partie cadrage qui a vocation se finir justement à la mi-mai. À l'issue de cette période de cadrage, effectivement, ça doit nous permettre de lancer véritablement des travaux sous différents angles, hein, des travaux sous l'angle évolution de l'annuaire santé, évolution de l'enregistrement des acteurs secrétaires médicaux, assistants médicaux dans le RPPS+, évolution aussi évidemment du référentiel 1, et on le verra aussi du référentiel 2 aussi à la marge pour certains éléments de l'irritant 3. Donc ça n'a pas changé. Les nouveautés par rapport à l'atelier 2, encore une fois, on vous a transmis très tardivement ce matin le compte-rendu de l'atelier 2, il est en ligne sur messanté.fr ainsi que le support. Donc oui, la nouveauté, je vous le disais, c'est justement qu'on a travaillé avec l'ADNS, en particulier avec la task force Ségur médecine de ville, qui est la première concernée par cet irritant, mais pas la seule évidemment. On a pas mal travaillé avec eux, et donc justement ce qu'on va vous montrer dans l'avant-dernière partie, c'est ce qui est ressorti de ces travaux, donc avec des pistes de solutions pour corriger cet irritant 3. Je le disais, quelques évolutions, on va regarder tout à l'heure sur l'irritant 1, et puis un élément aussi qui était dans les points à instruire. On se demandait si effectivement il y avait d'autres cas que les secrétaires médicaux, les assistants médicaux, qui devaient être pris en compte et qui devaient être enregistrés pour accéder aux boîtes aux lettres MS Santé suivant les différents cas d'usage. Vous avez indiqué que dans le cadre de la radiologie, il y avait peut-être des acteurs à prendre en compte. On a pu clarifier ça. Et les acteurs en question qui sont identifiés, c'est les manipulateurs d'électroradiologie médicale, qu'on retrouve que en radiologie,
mais qui sont des professionnels de santé, donc ils sont habilités, ils ont des identifiants. Donc ce ne sont pas des nouveaux acteurs enregistrés, ils rentrent dans le cadre standard pour nous. Donc voilà les évolutions. Et donc ce focus dont je vous parlais, pour essayer de formaliser justement, de clarifier les différents cas d'usage à débloquer avec ces 3 irritants sentinelles, et en particulier les 2 premiers. Donc ce qu'on constate évidemment, c'est que les besoins des professionnels en libéral diffèrent selon les modalités d'exercice. C'est ça qui est représenté dans le tableau. C'est que suivant les modalités d'exercice, finalement, soit les professionnels se partagent une patientèle et ont vocation à accéder aux mêmes données, soit c'est pas le cas, et puis ils peuvent recourir ou non à des secrétariats médicaux. Ce qu'on a essayé de formaliser finalement, c'est 2 cas extrêmes en termes de modalités d'exercice libéral. Finalement, un exercice qui est complètement individuel, c'est-à-dire que le professionnel libéral exerce seul, avec ou sans secrétariat, mais il n'a pas vocation à partager ses boîtes aux lettres avec un tiers, en tout cas de manière habituelle, sauf pour déléguer sa boîte aux lettres personnelle à un confrère en cas d'absence, de remplacement. Donc ça, c'est le cas, je dirais, relativement simple. C'est ce cas-là est concerné par l'irritant 2, c'est-à-dire qu'il faut qu'on permette à ce professionnel qui a priori une boîte aux lettres personnelle de la déléguer. Et ce qu'on se dit donc, c'est que, a priori, dans ce type de situation d'exercice, c'est bien donc la boîte aux lettres personnelle qui a vocation à être exposée dans l'annuaire santé pour pouvoir lui écrire. Donc l'extrême inverse, on en avait un peu parlé ensemble, c'est le cas d'un exercice totalement mutualisé. Alors dans ce cas-là, on en avait parlé aussi, on parlait des cabinets d'infirmiers, mais il y a aussi, semble-t-il, les maisons de garde qui sont concernées, où là, il y a 2 besoins principaux. Assurer la continuité des soins, c'est-à-dire que le suivi médical et la gestion médico-administrative sont assurés via une boîte aux lettres partagée, et tous les professionnels du cabinet utilisent cette boîte-là et a priori n'ont pas nécessairement besoin d'une boîte aux lettres personnelle, même si c'est évidemment possible. Euh, voilà. Et après, l'autre conséquence, c'est de dire que si effectivement c'est bien leur boîte aux lettres principale, cette boîte aux lettres partagée, donc boîte aux lettres cabinet, à ce moment-là, nécessairement, il va falloir qu'on trouve un moyen pour que dans l'annuaire, on puisse retrouver cette boîte aux lettres-là associée à chacun des co-titulaires de la boîte, et quand on recherche l'un de ces professionnels, qu'on puisse retrouver cette même boîte. C'était une question qu'on se posait, et donc c'est ça, vous verrez, qui a évolué sur l'irritant 1. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt donc l'irritant 1 qui est concerné, c'est la capacité d'avoir ce type de boîte quand on n'est pas dans une structure finesse. Euh, A priori, donc ça sera bien la boîte cabinet qui devrait être exposée pour chacun de ces professionnels, et a priori pas une boîte aux lettres personnelle pour les besoins d'échange extérieurs. En tout cas, ça n'empêche pas d'avoir une boîte aux lettres personnelle et peut-être pas la publier dans l'annuaire. Euh, et je l'ai dit, mais dans le commentaire, pas a priori besoin d'une boîte aux lettres personnelle. Et après, donc c'est les cas les plus complexes qui sont les cas, je dirais, entre deux, qu'on a appelé modalité d'exercice mixte. Alors dedans, ce qu'on met, c'est les cabinets de radiologie, par exemple, les MSP, mais il y a d'autres cas de figure. Où là, ce qu'on se dit, c'est que finalement, il y a besoin d'une boîte aux lettres cabinet pour que là où les secrétaires médicales du cabinet puissent, enfin, les professionnels puissent déléguer en tout cas la gestion médico-administrative, donc tout ce qui concerne les rendez-vous, les envois d'ordonnances ou autres, euh, sur une boîte aux lettres donc cabinet, sachant que la prise en charge reste individuelle par chacun des professionnels. À savoir, donc, s'ils ont effectivement une prise en charge individuelle, on suppose qu'ils auront besoin d'une boîte aux lettres personnelle, chacun d'entre eux. Évidemment, cette boîte aux lettres personnelle pouvant être déléguée à un confrère en cas d'absence, voire au secrétariat. Et donc ça, c'est le cas effectivement le plus mixte et le plus complexe. Là, effectivement, la boîte aux lettres cabinet, fatalement, probablement, sera effectivement publiée dans l'annuaire, et probablement les boîtes aux lettres personnelles aussi. Mais là, ça nécessiterait, ça, c'est des travaux qui sont en cours par chacune des task force Ségur, de clarifier avec des schémas d'organisation, justement, des schémas possibles d'organisation au sein des cabinets, à la fois de publication des boîtes aux lettres dans l'annuaire, suivant les types, mais aussi des flux d'échanges automatisés ou manuels de messages qui peuvent être transmis
d'une boîte aux lettres personnelle, une boîte aux lettres cabinet ou inversement. Voilà. Voilà ce qu'on essayait de se dire, en tout cas ça concerne surtout ça, les irritants 1 et 2, pour essayer de clarifier les besoins dans lesquels on essaie de répondre. Il y a évidemment un temps d'échange là-dessus. Je ne sais pas si ça suscite chez certains d'entre vous des commentaires. Est-ce que ça clarifie, est-ce que ça répond un peu aux attentes de certains qui avaient fait ces remontées lors du précédent atelier? Et puis si vous voyez effectivement, si vous n'êtes pas en accord avec cette description, évidemment, on est preneur aussi. Je ne sais pas si ça suscite. Est-ce que c'est clair? Je vois pas Si. commencer. Oui. Bonjour Édouard, si je peux Bonjour juste me Alexandre. permettre de Oui. poser une petite question pour précision sur le cas totalement individuel. Déléguer sa balle paire à un confrère, est-ce que ça prend en compte aussi les remplaçants? Est-ce que les remplaçants ont une carte CPS aussi? Alors en tout cas, alors on va creuser pour voir comment, mais en tout cas, c'est la vocation. Le besoin, effectivement, il y a marqué un confrère, mais ça peut être un confrère remplaçant, oui. D'accord, ok. C'est la volonté, Merci en pour tout la cas. précision. Et on le marquera. Peut-être Oui. peut-être juste encore un point. Je suis désolé, je réagis parce que je reprenais connaissance des derniers comptes rendus. Et notamment d'une des questions qu'on avait remonté, enfin c'était un point qu'on avait remonté à l'occasion du premier atelier, si je me souviens bien, et vous demandiez à ce qu'on vous fournisse des cas d'usage complémentaires. Il s'agissait de les travaux sur Sirène Sirette pour que des structures remontent dans l'annuaire santé lorsqu'elles sont légitimes à procéder à de l'échange de données. Alors moi, je vous avais donné un exemple à cette époque qui concernait surtout des structures qui proposaient aujourd'hui de nouveaux services basés sur de l'IA, mais je repensais à quelque chose. On a d'autres clients aussi qui nous sollicitent, tels que des secrétariats médicaux à distance. À mon sens, ils font partie du même cas. Enfin, voilà, structure d'IA qui propose de nouveaux services ou secrétariats médicaux à distance, pour moi, là, c'est deux soucis qui sont en sirène-sirette. Oui, fort probablement, effectivement. Et en plus, c'est très lié, puisque de toute manière, et ça, c'est effectivement, là, on peut aborder entre nous, en tout cas, c'est que là, on parle effectivement de délégation à une secrétaire, mais il faut aussi pouvoir déléguer une secrétaire qui fait partie d'une de ces structures distantes, quoi. Voilà, c'est là que je vois une complexité supplémentaire, parce que bon, ce genre d'entreprise met à disposition 15 secrétaires pour 50 clients, ce qui sous-entend qu'une secrétaire est susceptible de travailler 4 heures pour un médecin un jour, ce sera une autre pour les 4 heures qui suivront. Mais c'est sans doute un cas qu'on n'a pas abordé suffisamment précisément. Du coup, moi, en fait, là où je vois une petite difficulté pour cette chose, c'est que déléguer sa balle paire à un secrétariat, voilà, quel type de secrétariat? Tout ou partie, seulement ceux qui sont sous contrat et localisés à proximité du médecin? Est-ce qu'on prend en compte des distants? Et pas que des entreprises qui fourniraient tel genre de service, mais éventuellement des secrétaires qui presteraient à distance pour. Oui, potentiellement, oui. Je ne sais pas s'il y a ce modèle-là, mais oui, certainement. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, on l'a pas. On va l'ajouter parce que ça manque. Alors nous, on est concernés. Hein. Nous, on a des demandes. Oui, mais je pense que tout le monde, je pense que tout le monde, effectivement, risque assez vite d'être concerné par cette problématique-là. Ok, c'est noté. En tout cas, on verra dans les prochains ateliers comment on peut. Et puis là, après que vous ayez posé les questions là-dessus, on va peut-être se poser les questions de vachement complexes quand le secrétariat, quand l'entreprise de secrétariat médical à distance n'est pas située sur le territoire français. Oui, alors ça, effectivement. Parce que ça existe aussi. Hein, Sans doute, donc voilà. Effectivement. Ok, il faudra Donc voilà, mais pour mes 2 centimes sur le sujet. Parfait. Bon, très bien, merci en tout cas. Dans les chats, je voyais même réflexion pour les médecins en formation. Alors quelle réflexion? Effectivement, médecins en formation, parce qu'effectivement, ils font des remplacements, entre autres? Oui, bonjour, Clotilde Deschamps du GRAGESS Sarah. En fait, les médecins en formation, ils ont un RPPS. Oui. Mais du fait qu'ils sont en formation, de mémoire, c'est pas une profession éligible à avoir une adresse MSS et donc figurer, dans l'annuaire santé. Et ils sont en tant que RPPS, pas en tant que RPPS+. Et alors je sais pas, enfin, j'étais en train de revérifier, la nomenclature des professions éligibles, mais est-ce que du coup, ça serait une profession qui bougerait?
Parce qu'un médecin en formation, il peut faire des remplacements Oui, de son médecin, tout à fait. Ouais, enfin, maître de stage, ou je sais pas comment on ouais, peut appeler ça, ouais. mais Oui, et c'est enfin voilà. juste. Alors, il faut qu'on regarde parce qu'en plus, voilà, je vois bien l'aide de Nike aussi là-dessus. Mmh. C'est pas un cas justement qui était Si, mal en géré. fait, alors, depuis fin 2022, je crois que c'est T3 ou T4, les textes ont évolué pour que justement, ces médecins, en formation, puissent accéder à la l'AMS santé. Donc, aujourd'hui, les textes de loi les couvrent. Maintenant, de notre côté, il faut que les interfaces de l'annuaire, les interfaces sur lesquelles justement les opérateurs vont venir déclarer les balles associées à ces médecins en formation, puissent prendre en compte, cette nouveauté. Oui, Et c'est les ce que j'avais en interfaces, voilà. souvenir, ouais, Ouais, et les que quand interfaces sont en nous train d'être enfin d'accord. Mais il voilà, y a deux c'est points, en cours, ouais. effectivement. Je pense qu'il y a deux points. Il y a OK. le fait qu'en théorie, s'ils en ont besoin, ça reste à vérifier, qu'ils pourraient se doter d'une boîte MS Santé parce qu'ils sont habilités comme les autres, pour Exactement, moi. ouais. Et après, il y a le point, effectivement, sans doute dans notre cas de figure plus important, qu'ils puissent bien être indiqués comme délégataires d'une boîte aux lettres, Mmh. Oui, avec leur numéro avec le numéro PPS. RPPS. Oui, Donc pour moi, Voilà. effectivement, tu fais bien de préciser cette différence. C'est que, ils techniquement, enfin légalement, ils ont le droit à une balle MSS, ça voilà, donc une fois que l'annuaire aura atterri, bah, ils pourront en ouvrir à leur nom propre, et en tant que délégataire, s'ils sont dotés de cartes, avec les numéros RPPS, je ne vois pas ce qui pourrait, en tout cas, théoriquement, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer, en tout cas si on va sur, ce Non, qu'on est a en train de priori. définir comme système là, oui, vu c'est qu'on est juste sur de que l'APLPS, il devrait pouvoir y accéder en tant que tout à délégataire. fait. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas une profession, sur le papier, enfin, pas sur le papier, mais en Ah, si, technique, dans les textes, si. éligible. Oui, mais Dans les du coup, textes, si, effectivement, pardon. quand on essaye de publier, une Ah adresse oui, MSS mais en ça, tant je que dirais, c'est plus une profession, anomalie. tout à Faut fait, le ouais. considérer comme une anomalie, parce que le OK, texte le permet. L'annuaire, on n'a pas fait évoluer l'annuaire, je dirais, au même rythme. Mmh. Et oui, donc là, il y a une évolution qui est en cours sur l'annuaire pour les supporter, donc il devrait être supporté. Et on attend la date de mise en production de cette évolution. Donc ça, c'est quelque chose à régulariser. OK, Et parfait, Et on merci. pourra effectivement, voilà, mentionner les voilà, médecins en formation, effectivement. il faut bien C'est faire cette important aussi. différence-là, Clotilde, entre le fait qu'ils aient une balle en leur nom propre et le Oui, fait oui, qu'ils bien soient sûr. délégataires. Voilà, le fait qu'ils soient délégataires, il faut qu'ils soient enfin, en tout cas, Oui, oui. en partant de nos hypothèses, s'ils ont une carte, ils sont dans le RPPS, bah, ils pourraient Oui, accéder. Voilà. ma réflexion était plus dans le sens où est-ce qu'on considère vraiment qu'ils sont encore en formation et au même, niveau finalement qu'une secrétaire? Ou est-ce qu'on considère qu'ils ont vraiment déjà leur RPPS attribué, même s'ils sont encore en formation, mais que c'est le RPPS qu'ils vont conserver lorsqu'ils seront, C'est le médecins cas. titulaires, et que du coup, bah, il faut, déjà leur laisser, le droit d'avoir la MSS, quoi. Je pense que ce sera le cas, Mais mais oui, il faudra OK, qu'on le clarifie. Il faudra qu'on clarifie dans ouais, les écrits super. référentiels. C'est noté. Merci. Merci. Je vois Alexandre, vous aviez relevé la main. Oui, pardon, le temps que j'allume mon micro. Oui, désolé, je réagis un petit peu tardivement sur un autre sujet, moi, là. Oui. Je vois qu'il est indiqué que les balles exposées dans l'annuaire, alors moi j'ai compris Balorg, mais il est clairement indiqué Balcab Oui. pour le cas totalement mutualisé. Oui. Je ne comprends toujours pas, Oui. alors je ne sais pas si j'ai loupé un épisode, mais Ouais. je ne comprends toujours pas la différence entre une Balcab et une Balorg. À mon Oui, alors, sens, tout l'objectif de la Balorg, c'était de traiter ce cas. oui, alors je vais essayer de reclarifier parce qu'on a beaucoup changé en plus les noms qu'on utilisait entre nous pour Ouais, l'instant, cab, tant que c'est call, pas écrit. org, Voilà, pour moi ça tout ça c'est facilite une pas Balorg. la compréhension. Et j'allais y revenir plus tard, mais faisons-le tout de Ok, suite. ok, je Effectivement, vous non, laisse. non, mais effectivement, c'est l'occasion. Euh, je pense que, et c'est un point que j'indiquais dans une autre slide, je pense que à terme, dans la communication qu'on fera auprès des utilisateurs finaux, il faudra qu'on reste sur la dénomination de balle org, que ce soit en libéral ou en établissement. Puisqu'effectivement, la finalité des deux boîtes, c'est bien la même chose, c'est bien de partager soit avec une secrétaire, soit entre professionnels, enfin, finalité exactement la même. La seule différence, je dirais qu'elle est presque technique, et elle doit rester entre l'opérateur et l'annuaire, à la rigueur, pour moi. C'est juste qu'effectivement, dans les typologies qu'on va déclarer à l'annuaire, on aura probablement, tout reste à confirmer, besoin d'un quatrième type, parce que le rattachement ne se fera pas sur un rattachement de structure, d'identifiant de structure, mais sur un rattachement de personnes physiques. Mais ce n'est pas pour autant que ça n'est quand même pas une balle organisationnelle.
sais pas si je suis plus clair en disant comme ça. Je croyais, alors je peux me planter parce que j'ai oublié les schémas d'alimentation de l'annuaire du DSFT, mais pour moi, il n'était pas impossible de pousser une balle orgue sous un identifiant hors sirène-sirette finesse. Non, je non, me trompe peut-être. Oui, tout à fait. Depuis toujours, hein, ça n'a pas changé, effectivement, depuis toujours, une balle orgue ou applicative d'ailleurs, ne peut être attachée qu'à un identifiant de personne morale. Ça n'a pas bougé. Et qu'effectivement, donc on modifierait dans la pratique, ces conditions, en quelque sorte, une balle orgue deviendrait seulement sirène. J'ai toujours du mal, je suis désolé. Oui, mais je le remettrai sur une slide parce qu'effectivement, ça mérite d'être clarifié. Mais en plus, il n'y a rien de statué puisque on est vraiment que dans le cadrage et pour l'instant, on le verra aussi tout à l'heure, on n'a pas le retour encore des équipes lanières pour voir dans la pratique comment on fera les évolutions. Pour l'instant, c'est juste des hypothèses que je donne là. Mais c'est juste pour dire que pour l'instant, quand un opérateur déclare une boîte dans l'annuaire, il y a un type boîte aux lettres et un champ type boîte aux lettres dans l'alimentation de l'annuaire. Pour l'instant, il y a 3 valeurs, donc organisationnelle, applicative, personnelle. Je suppose, mais c'est purement une hypothèse, qu'on sera obligé de mettre un 4e type qui pourrait être cabinet ou peu importe le nom qu'il portera, qui sera très, en termes fonctionnels, ça sera la même chose qu'une balle orgue. Simplement, il faudra distinguer pour que l'opérateur puisse faire des contrôles et voir que l'identifiant qui est fourni de la boîte aux lettres est bien un identifiant de personne physique et non un identifiant de personne morale. Et ce que je disais, c'est que pour autant, je pense que dans nos communications qu'on fera aux utilisateurs finaux, finalement, que ça soit une structure ou un libéral qui veuille ouvrir une boîte aux lettres partagée, il demandera une balle orgue. Et à nous, opérateurs, enfin quand on est opérateur, de créer la bonne boîte dans l'annuaire, la bonne typologie dans l'annuaire. Je ne sais pas si ça parlant. Je suis désolé, Edouard, c'est toujours très flou. Je crois qu'il va falloir qu'on avance encore un peu sur ce sujet parce que j'ai du mal à comprendre quelles vont être les différences. Parce que si moi je présente ça comme une balle organisationnelle à mes utilisateurs, pour moi c'est une balle organisationnelle. Après, y coller un type dans l'annuaire MS Santé, soit, mais pour quelles raisons en fait? Quelles seront les différences entre. Quelles seraient potentiellement les différences entre balle cab et org? Alors, usage, non, c'est des questions techniques derrière. Vous envisagez que l'une fasse du forward copie dans un sens ou l'autre et pas le. La seule élément qui me fait dire ça, mais franchement, il faudra le préciser, c'est que je pense que si effectivement il est possible aussi, mais j'en sais rien, on verra ça avec le cadrage de la partie annuaire. Hein, effectivement, si on garde un seul type org, il faudra juste que l'annuaire soit capable de faire la distinction entre un identifiant de personne physique et un identifiant de personne morale, c'est faisable aussi, qui lui serait fourni dans l'autre champ identifiant de. Voilà. D'accord. Je dirais peu importe. Pour l'instant, dans l'immédiat, c'est pas. Ça serait une problématique technique et pas une problématique organisationnelle. Ok. Mais effectivement, il faudra faire un schéma là-dessus. Il n'y aurait pas de différence envisagée en termes de fonctionnalité technique de ces balles, comme par exemple des forward copies ou des choses comme ça qui seraient mises en œuvre. On cherche à répondre. Ce qu'on avait dit dans l'atelier 1, c'est que l'objectif finalement de tout ça, pour l'irritant 1 en tout cas, c'est de dire qu'on a des boîtes org qui fonctionnent bien en établissement. On veut permettre la même chose en libéral. Et la seule limite, c'est qu'on ne sait pas rattacher, puisqu'on n'a pas les structures qui vont bien. Et on veut répliquer le même mécanisme, en tout cas, fonctionnel. Hein, d'accord. Bon, mais on fera, dans le prochain atelier, on essaiera de clarifier le point. D'accord. Okay. Merci. Je vois qu'il y a une autre main levée. Je n'ai pas vu qui c'était. Alors, c'est Rémi de. Ouais. Oui, pour aller dans le même sens, moi ce que je comprends, c'est que la différence principale, elle est dans la visibilité dans l'annuaire santé, enfin la capacité déjà de déclarer une boîte aux lettres de type collective, organisationnelle, ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, puisque en effet, il faut nécessairement un SIRET ou un sirène. Et le fait qu'aujourd'hui, ces boîtes aux lettres collectives, elles sont rattachées dans l'annuaire à une structure et pas à des praticiens. Mais en revanche, là où je suis d'accord que ça prête un peu à confusion, c'est que même si cette boîte aux lettres aujourd'hui organisationnelle, elle est rattachée à un identifiant de structure, dans les faits, en tout cas pour l'API LPS, elle doit être associée d'une manière ou d'une autre à des RPPS, puisque l'accès à ces boîtes aux lettres organisationnelles se fait par ProSanté Connect de l'API LPS. Donc ça revient quand même pour ces boîtes aux lettres existantes, à dire cette boîte aux lettres est accessible par tel PS. Complètement. Parce que ça n'est pas rattaché à CPS dans l'annuaire. Ensuite. Mais c'est vrai que du coup, la différence, elle est assez ténue parce qu'on imagine aussi que de la même façon pour la boîte aux lettres CAB collective,
Ouais. Il y aura aussi le fait de dire il y a une adresse et il y a tel RPPS dedans. Mais la différence, c'est qu'il n'y aurait pas, de ma compréhension, d'identifiant de structure. C'est ça. Parce qu'on n'en a pas. On aimerait bien, mais on n'en aura pas. Mais je comprends. Mais c'est vrai que la différence, je suis d'accord. Oui, vous avez raison. Ce qui est vrai, et ça on pourra le dire aussi, qu'effectivement, d'un point de vue côté opérateur, l'opérateur, fatalement, lui, doit gérer une liste de professionnels habilités à s'y connecter. Et donc de RPPS, probablement. Simplement, l'information, pour l'instant, ne remonte pas à l'heure actuelle à l'annuaire. C'est ça qu'il faut qu'on fasse évoluer, quoi. Mais bon, j'essaierai de faire un schéma en mettant ces différentes dimensions, RPPS connu de l'opérateur, RPPS à remonter à l'annuaire, pour la prochaine fois, puisque je vois qu'il y a besoin de clarifier, enfin de clarifier la compréhension qu'on en a pour l'instant. Ok, bah c'est bien noté, ce besoin en tout cas. Je vous propose de poursuivre s'il n'y a pas d'autres. Je ne vais pas regarder s'il y avait d'autres commentaires. Non, c'est bon. Parfait. Bah, merci pour vos remarques. Je poursuis. Donc là, on passe sur l'irritant 1. Je crois que j'ai déjà défloré pas mal les choses. Donc je vous disais qu'il y a peu d'évolutions concernant ce qu'on s'est dit la dernière fois. Donc j'ai repris effectivement la description des fonctionnalités qu'on imagine dans la solution pour doter des concepts de boîte aux lettres dites cabinet pour l'instant. L'évolution, voilà, j'en ai déjà parlé, mais qui finalement ici, la première, non, pardon, c'est pas la première. Là, c'est juste une précision. Ne pas exposer cette fonctionnalité. Oui, alors c'est exactement ce qu'on disait à l'instant. C'est cette notion de ne pas introduire cette complexité. On verra comment on le traite de ce quatrième type de boîte et bien de parler de balle org pour les boîtes aux lettres cabinet d'un point de vue utilisateur final en tout cas. On va trouver comment faire, mais on en parlera la prochaine fois. Là aussi, c'était une précision mineure. On disait bien que ça allait un peu de soi, mais qu'un co-titulaire d'une boîte aux lettres doit être un professionnel d'habilité, et évidemment, ce professionnel doit être présent dans l'annuaire santé. Sinon, effectivement, on ne saura pas le déclarer, mais ça allait un peu de soi. Donc, pas d'évolution importante. L'évolution, elle est ici. J'en parlais justement en introduction. On se disait qu'effectivement, pour ne pas introduire des évolutions trop majeures sur l'annuaire santé, qu'on essaierait de trouver des solutions qui ne nécessitent pas de déclarer à l'annuaire l'ensemble justement des personnes physiques qui accèdent à une boîte aux lettres cabinet. On essaierait peut-être de se limiter aux propriétaires. Et finalement, en regardant sur les besoins, les cas d'usage, en particulier le cas d'usage de situation d'exercice complètement mutualisé, qu'on regardait juste avant, par exemple pour les secrétaires médicales, là on se dit que dans ce cas-là, qui n'est pas minoritaire, la boîte aux lettres cabinet serait la seule boîte aux lettres probablement de ces infirmiers libéraux, et que donc il faut nécessairement que la boîte aux lettres en question puisse apparaître dans chacune des entrées de l'annuaire de ces professionnels-là. Et donc, il va falloir qu'on trouve une solution côté annuaire et donc côté opérateur pour remonter ces informations-là vers l'annuaire. Ce qui revient d'ailleurs à remonter ce qu'on disait à l'instant, finalement, les personnes habilitées à se connecter à la boîte. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est la grosse nouveauté et qui risque d'introduire de la complexité côté annuaire et côté opérateur aussi, puisque ce sera des éléments à mettre à jour. Et l'autre, oui. Je réagissais sur le point d'avant pour clarifier ce qu'on appelle ne pas nécessairement être client de l'opérateur et les implications que ça a. Oui, tout à fait. En fait, ma question concrète, c'est, je comprends qu'il y a une sorte de titulaire principal de la boîte aux lettres. C'est lui qui signe les CGU, qui déclare des délégations, et par exemple, les co-titulaires ou personnes à qui c'est délégué n'ont pas à signer, par exemple, de CGU d'utilisation de cette. Non. Ça se fait sous la responsabilité de la première? Alors, disons que ce qu'on imagine pour l'instant, mais tout ça, il n'y a rien décidé. Hein. C'est justement discuter avec vous. Le premier point, c'est effectivement, pour nous, l'idée qu'on a, c'est que ce responsable de la boîte aux lettres, c'est bien lui qui contractualise avec l'opérateur, malgré tout, pour avoir cette boîte aux lettres. Et donc, fatalement, il signe sans doute des CGU et pas que. Et puis, en étant responsable de la boîte aux lettres, il a le droit de déclarer des co-titulaires, qui ne soient effectivement pas eux nécessairement clients de l'opérateur. Par contre, ce qu'on disait là dans l'atelier 2 la dernière fois, il faudrait peut-être qu'on le réindique, parce que ça ne paraît peut-être pas ici, c'est que ce qu'on imaginait, puisqu'effectivement ces co-titulaires ne sont pas clients de l'opérateur, que eux, lors de la première connexion, devront
probablement signer les CGU de l'opérateur, chacun d'entre eux. La question qui se pose dans ce cas-là, c'est on ne maîtrise pas par quel biais la personne va se connecter. Si sa première connexion se fait par un client d'ailleurs qui n'est pas un client qui est maîtrisé par, qui est même couvert par le référentiel client de messagerie qui couvre finalement que les LPS, mais si sa première connexion se fait via un accès de l'API LPS, mais qui est configuré, je sais pas, un Outlook et autres, il n'y a pas vraiment de passage par quelque chose qui nous permet de dire il faut signer tel CGU ou tel autre. Ben, je sais pas. Enfin, alors là, j'avoue que je sais pas ce que j'avais en tête. Effectivement, on peut imaginer que l'accès ne soit LPS, en tout cas, ne soit effectif pour le co-titulaire que si effectivement il a bien signé les CGU sur une interface web tiers une fois pour toutes en amont, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir effectivement la faisabilité de ça côté opérateur, quoi. Parce que moi, je comprenais qu'effectivement, c'était une nécessité côté opérateur de. Je suis désolé, j'interviens comme ça, c'était exactement sur le même sujet. Moi, j'en fais des cauchemars de cette idée d'offrir un service à un utilisateur qui n'est pas en contrat avec moi. Typiquement, je pense à cette justement première phase dont vous venez d'aborder le sujet, la première connexion d'utilisateur. Ça veut dire que moi, je vais devoir lui apporter à cet utilisateur qui n'est pas un de mes clients une assistance gratuite pour qu'il puisse utiliser ma messagerie. Que mon service de hotline va devoir lui répondre comme ça. Une assistance gratuite, je ne sais pas, tel que ce que j'avais en tête, mais vous me direz ce qui est faisable de votre côté opérateur. Hein. Mais c'est que pour moi, celui qui finalement contractualise avec vous, c'est le propriétaire. Le propriétaire, finalement, il commande une offre qui permet à N co-titulaires de se connecter à la boîte, j'imagine avec un montant différent suivant le nombre de co-titulaires. Et c'est lui qui, finalement, finance le support qui sera proposé à chacun de ses co-titulaires. Mais c'est juste ce que j'avais en tête. Hein. Je pensais que c'était quelque chose qui me semblait entendable. Ça nous fait développer, enfin ça nous fait faire un gros boulot, je pense, aux opérateurs. Hein. De quel point de vue de développer des offres distinctes maintenant entre une Balorg X et une Balorg Y. Ah oui, non, je sais pas. Ça va être très compliqué pour nous, je pense. Et là, en l'occurrence, on est en train de transférer les difficultés, j'imagine, de l'annuaire MS Santé aux opérateurs. Enfin, j'ai beaucoup de difficultés avec ce point, moi. Des utilisateurs avec lesquels je ne suis pas en contrat, que potentiellement je ne connais pas, dont je n'ai pas l'identité. C'est vous aurez son identité, puisque c'est le responsable qui va les déclarer quand même. Ça ne va pas être n'importe qui. Ça va être les co-titulaires habilités à se connecter parce que. Bon, enfin, mais grosso modo, vous savez, c'est ce que je suis en train, c'est ce que j'offre déjà là aujourd'hui dans mes abonnements de groupe. Bon, bah, c'est mes clients, hein. Les personnes de la maison de garde. La maison de garde, l'un des médecins de la maison de garde inscrit la maison de garde, inscrit la totalité de ses utilisateurs dans mon fichier. Il paye effectivement pour une adresse de groupe avec 4 utilisateurs déclarés dans ma chose. C'est mes clients. Par définition, si votre premier client, qui est le titulaire de la balle, doit me déclarer tous les individus et doit payer un tarif adapté pour que ces individus soient pris en charge par mon service technique, c'est mes clients. Oui. Alors, peut-être qu'effectivement, on s'est mal exprimé sur ce qu'on recherchait effectivement avec cette formulation qui n'est peut-être pas adaptée. Enfin, effectivement, en tout cas, je reviens au besoin, en tout cas. Le besoin qu'on voulait couvrir, c'était de dire que il fallait, la complexité, entre guillemets, de l'ouverture de ce type de boîte aux lettres, avec les co-titulaires qui vont bien, ne doit pas être portée sur chacun des co-titulaires, qu'il fallait qu'on le minimise. Et en particulier, ce qu'on se disait, c'est comme, a priori, ils vont tous profiter d'une connexion ProSanté Connect, finalement, ils ont déjà des moyens d'accès et qu'il faut faire en sorte que la première connexion soit la plus simple possible. Et ça peut être fait par, effectivement, comme vous le disiez, une déclaration de la liste des co-titulaires à l'ouverture de la boîte. Et j'imagine aussi que cette liste peut évoluer dans le temps. Comment vous gérez cette évolution dans le temps ?
Alors, on a, nous, un client qui est responsable de la gestion de sa liste d'utilisateurs. Nous, après, le responsable, c'est ce qu'on disait aussi, hein, on est là-dessus. Oui, mais pour autant je connais chacun des utilisateurs et j'ai une relation possible qui peut s'établir avec chacun des utilisateurs. Et là, on est encore une fois sur des histoires de CNIL. C'est pas parce que le cotisant est un responsable, le client est un responsable de traitement. Les utilisateurs qui sont associés au compte de ce client sont aussi des responsables de traitement. J'ai aussi besoin de contact avec eux. Donc, là aussi, il y a encore une fois une histoire de lien contractuel que je suis obligé de créer avec chacun des utilisateurs du service que je délivre. J'ai besoin de ce lien. Donc, je n'imagine pas possible de ne pas être client de manière directe, c'est-à-dire d'être déclaré dans mon fichier d'utilisateur et d'avoir payé la prestation. Oui, mais en l'occurrence, là, dans le lot, il n'y a que le propriétaire qui paye la prestation. Ce n'est pas chacun d'entre eux. Ouais, mais les histoires de qui finance, c'est bien différent de. Oui, j'entends. Oui. Non, mais c'est pour comprendre votre situation. Non, mais je pense que Orange considère que son client, c'est effectivement l'entreprise, mais que ses utilisateurs, c'est toute la flotte des collaborateurs de l'entreprise. Donc, bon, voilà, moi, effectivement, on peut prendre. Je pense qu'il faudra qu'on reformule la manière dont on le disait, parce que effectivement, la question, c'est effectivement que de toute manière, il faut bien que le propriétaire de la boîte, celui qui en est responsable, enfin, en tout cas contractuellement, déclare l'ensemble des co-titulaires. C'est de toute manière, on ne disait pas autre chose. Simplement, ce qu'on voulait dire, c'est que, et je pense que c'est là où on s'est mal exprimé, c'est que comme on est avec un moyen d'authentification connu, à minima, il suffit de l'ID NAT de la personne physique pour qu'il puisse après utiliser son ProSanté Connect pour se connecter. Mais évidemment, côté opérateur, il a sans doute besoin de plus d'informations que l'ID NAT pour justement les identifier. Ok. Ça pourrait être ça ou pas? Une proposition de. Il faut que j'y réfléchisse. Encore, j'ai épuisé mes ressources en audit interne pendant ces 2 derniers jours. Donc D'accord. Juste une petite note, je vais en profiter tant que j'ai le micro. L'histoire du nommage des Balcab, par exemple en cabinet point, je sens là aussi que ça va poser des difficultés parce qu'entre cabinet, maison de garde, maison de santé, communauté paritaire 2, alors, attention. Oui, alors c'est un exemple, hein. C'est pas la règle, hein, cabinet point. C'est juste pour dire qu'il faut une règle. Mais par contre, il faut qu'on trouve la règle ensemble, même si ça a un ensemble de mots-clés. Voilà, parce que ça va poser des difficultés. Moi, j'ai déjà des cabinets points. J'ai déjà des. Donc, s'il faut que je requalifie Balcab, Balorg, bon, d'accord, je vois. Bon, non, pour l'instant, on n'en est qu'au début. Hein. C'était un exemple. D'accord, voilà, je relâche la main. Ça marche, merci. Stéphanie, tu souhaitais intervenir? Vas-y. Oui, bonjour, Stéphanie Scourbiac, Unity. Je voudrais juste être sûre de bien avoir compris. Oui. Pour un propriétaire, donc on va dire, il a souscrit au MIPI avec cette solution. Les co-titulaires peuvent avoir souscrit chez d'autres opérateurs, donc Mailly, Lifen ou autre. On est bien d'accord? Oui, totalement. Oui, potentiellement, mais pourquoi? Parce que nous, techniquement, on a un serveur d'authentification qui est entre nous et entre l'extérieur et Medimail, et que ce serveur d'authentification va bloquer. Techniquement, c'est pas possible. Pour nous, on a un blocage technique sur le fait d'autoriser un autre utilisateur qui n'a pas un compte Medimail à se connecter, à accéder à Medimail. Ouais, alors peut-être, encore une fois, c'est une question de formulation, je pense. Évidemment, dans l'absolu, il peut avoir d'autres comptes ailleurs, mais je dirais, là, quand il va vouloir se connecter à la boîte cabinet proposée par Medimail, il va s'y connecter, a priori, à travers l'API LPS offerte par Medimail, et il va passer par les moyens d'authentification de Medimail. Alors, pour l'API LPS, je ne me prononce pas si ça passe par une autre solution. Alors, l'API LPS, elle sollicite notre serveur d'authentification. Nous, on a un serveur d'authentification, on va dire, qui ne dépend pas de nous. Ça risque de nous poser de gros problèmes techniques pour autoriser
En tout cas, a priori, vous allez être compatible là, dans très peu de temps avec l'API LPS. Oui, non, ça c'est bon, oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que justement, on essaie de s'appuyer sur une brique récente, mais là, on n'introduit rien de nouveau. On se dit juste qu'on profite, en particulier pour les délégations, d'authentification API LPS existantes. D'accord. Bon, bah, je Voilà, donc on remonte ça à nos n'introduit pas équipes une. techniques, mais Ouais, d'accord. ouais. Ben voilà, l'idée était justement de rester, de rien introduire de nouveau. Ok, merci. Rémi, je crois que. Ah oui, j'aimerais juste comprendre quelle est la raison qui pousse à vouloir imposer une règle de nommage spécifique et de vouloir distinguer. Avant, on disait qu'on ne voulait pas distinguer dans la réalité BAL-CAB et BAL-org en communication et autres. Donc pourquoi faire une autre règle que la règle qu'on a déjà, qui est de dire quand ce n'est pas une boîte nominative, il ne faut pas de données personnelles dans le nommage. Et puis après, alors, tout à fait. Bon sens. Ouais. Alors, là, c'est venu effectivement d'irritants qui sont plutôt, concernant l'irritant 3, justement, c'est une remarque des utilisateurs disant qu'à l'heure actuelle, les balles org, parfois, pas toujours le cas, ont un nommage qui n'est tellement pas explicite que ça ne porte aucune information sur qui détient la boîte aux lettres à part le nom de domaine. Et donc, il faudrait sans doute, mais le but n'est pas de distinguer ces boîtes aux lettres cabinet des boîtes aux lettres org. Le but est d'avoir un nommage qui puisse marcher pour toutes les boîtes, quoi. En tout cas, toutes les nouvelles boîtes, hein, parce qu'on va pas renommer des boîtes qui marchent. Mais en tout cas, c'était vraiment ça. Hein. Enfin, c'est parce que je réussis parce que ce qui est écrit, c'était d'imposer pour distinguer BAL-CAB et BAL-org. Ah. Et après, enfin, effectivement, alors ça, c'est pas bon. Qui est de dire que voilà, tout n'est pas cabinet et que je suis pas sûr que des règles de nommage. Non, ça, c'est plus d'actualité, ça, effectivement. Je le note, oui, c'était une bonne remarque. Le but n'est plus effectivement de les distinguer, mais bien d'avoir des boîtes aux lettres org, donc cabinet ou pas cabinet, qui est un nommage explicite, quoi. Enfin, porteur de sens. Quoi. Ouais, mais je ne sais pas à quel point il faut que ça passe par des exigences, parce que c'est toujours un peu. Enfin, je me méfie un peu de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, à mon avis, c'est pas la meilleure manière d'approcher l'irritant que d'imposer des règles. Alors, disons que des règles ou des précaux, parce que de toute manière, on ne va pas les contrôler. Hein. Encore une fois, on ne va pas empêcher la création d'une boîte, parce qu'on va pas vérifier la règle, à mon sens. Est-ce que ça sera une exigence ou une préconisation? Mais au moins, c'est que pour l'instant, on ne fait aucune préconisation non plus. Les boîtes aux lettres. À part de dire que ça ne doit pas être. Okay. Ouais. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas dit. Enfin, pour l'instant, vous verrez, pour l'instant, on n'a encore aucune formulation d'exigence pour modifier le référentiel. Donc, tout ça, on le verra ensemble. Il n'y a rien d'acté. Mais on se dit qu'il y a un besoin de travailler sur le nommage des boîtes org. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres mains levées, mec? Je te laisse suivre J'en vois encore d'autres. Alors, il y a Nicolas Lemaire qui avait levé la main. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais peut-être poser une question qui a déjà été posée tout à l'heure, je m'en excuse. Je suis arrivé un peu en retard. Je reviens sur le propriétaire administrateur peut déclarer des co-titulaires de la boîte aux lettres. Dans le mécanisme de déclaration, on va dire, d'identification des co-titulaires, vous imaginez une sélection de ces co-titulaires dans un référentiel, dans le référentiel RPPS, par exemple, c'est ça? Oui, a priori, oui, puisque normalement, on accède à ces boîtes-là que des personnes habilitées ou des professionnels type secrétaire médical ou assistants médicaux qui seront déclarés dans le RPPS+. Donc, a priori, oui, puisqu'on voulait aussi profiter de l'API LPS. Alors, encore une fois, on est bien sur le monde libéral et pas sur le monde établissement. Et pourquoi la question? Ouais, c'est juste pour, j'imagine les workflows en fait, pour voir si ça poserait des problèmes chez nous. Et donc le co-titulaire, il viendrait relever sa boîte aux lettres consulter sa boîte aux lettres de cabinet après s'être authentifié avec sa ICPS quoi, sur l'API LPS. Ouais. Donc il présenterait on verrait son identifiant RPPS. C'est ça. Et donc on pourrait imaginer que ça soit bien l'identifiant RPPS qui soit la clé, quoi. Ouais. Sans compter ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il faudrait aussi sans doute des éléments complémentaires pour qu'il soit considéré vraiment comme un client de l'opérateur.
Ouais, bon, ça serait un client un peu particulier. On va dire que le client, ça serait le propriétaire de la boîte aux lettres. C'est ça. Et malgré derrière, tout, c'est un utilisateur ça serait quand même déclaré de l'opérateur. un co-utilisateur de C'est ça. boîte aux lettres chez nous, quoi. Exactement. Voilà. Ouais, c'était ça l'idée. Okay. Après, ouais, j'imagine après les conséquences pour des personnes qui utiliseraient des grosses structures qui seraient sur des solutions de type Microsoft. Ces personnes auraient quand même une nécessité d'être licenciées, quoi. D'avoir des licences Microsoft. Ok, bon, c'est bon, vous avez. Ouais, bon. Ok. Parfait. Merci, Edouard. Je propose de poursuivre. Il n'y a plus de main levée, on est bon, Mike? Ou encore une de Rémi, je sais pas si. Alors, il y a Rémi qui a toujours la main levée. Je ne sais pas si. Ah ben non, c'est bon, il vient de la baisser. Bon, je pense qu'on peut avancer. Ouais. On peut avancer, parfait. Donc, ça, on en avait parlé. J'étais sur la page 2. Alors, excuse-moi, je t'arrête un peu. Il y a Sidonie Gastard qui a posé une question. Ah, pourquoi faire cette identification dans l'adresse mail plutôt que... Oui, je veux bien que vous preniez la parole. Oui. Oui, c'est par rapport à ce que vous expliquiez justement à monsieur Betin tout à l'heure, en disant que vous vouliez préciser, le nommage des boîtes. Il y a une raison sur, pourquoi on voudrait, préciser ça sur le nommage de la boîte, à savoir mettre, je sais pas, cabinet du docteur, bidule, plutôt que d'utiliser par exemple les champs nom et prénom où aujourd'hui par exemple, on voit bien au niveau des boîtes org, nous on n'a pas de normes qui sont imposées par le référentiel. Les gens mettent un peu n'importe quoi et en plus elles sont pas forcément bien exploitées au niveau de l'annuaire. C'est peut-être dommage, sachant que c'est des champs qui sont faciles à requêter d'un point de vue annuaire. Est-ce que ce serait pas intéressant? Oui, alors justement, c'est une proposition qu'on a juste dans l'irritant 3, je crois. On va y venir juste après, je crois. Mais oui, c'est ça. Il y a plusieurs pistes, on va le voir. Mais en tout cas, le premier besoin, c'est de se dire, il y a vraiment des boîtes aux lettres dont le nommage des boîtes aux lettres org sont vraiment pas explicites. Ça, si on peut trouver quelque chose pour effectivement que ça le soit un peu plus, les utilisateurs, je pense que ça sera bénéfique pour eux. Mais après, il y a d'autres manières de faire. Et vous verrez, je propose en particulier d'utiliser plus le champ description des boîtes aux lettres que ce qui est fait à l'heure actuelle, probablement, qui devrait pouvoir aider aussi à une meilleure compréhension de qui se cache derrière ces boîtes aux lettres-là. Et puis, il y a une autre idée, mais on le verra tout à l'heure. Par contre, je ne suis pas le nom et prénom dans le cas d'une balle org. Je ne vois pas bien. Nom et prénom de qui? Bah, c'est une très bonne question justement. Les champs sont disponibles pour les boîtes org, mais à date, en fait, une boîte, si je dis pas de bêtises, dans l'annuaire, elle a un nom, un prénom, même si c'est une boîte org, mais derrière, nous, par exemple, on met secrétariat et puis le nom de l'établissement, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de normes. Oui, d'accord. Les noms, prénoms d'une personne physique, mais qui reste effectivement utilisable. Alors moi, je voulais juste intervenir rapidement. On n'a pas ça, nous, de notre côté, au moment où on déclare une boîte orgage. Je n'ai pas de champ prénom et nom. J'ai un champ responsable de la boîte où je mets prénom et nom du responsable, mais j'ai pas d'endroit où je mets prénom et nom, perso, sur la plateforme Innovacom. Il faut que je regarde, parce qu'effectivement, l'alimentation ne fait pas pareil pour les deux types de boîtes. Il faut que je regarde si effectivement il est possible de pousser un nom, prénom pour une balle org. Il semblait dire que oui, donc il faut que je vérifie. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'appuie sur ces champs-là, ce serait plutôt le champ description, à mon sens, qui ferait foi. Mais on va vérifier. Ok. Donc je poursuis. Qu'est-ce qu'il y avait un élément là Oui, ici, deuxième élément important, en finissant sur ces irritants 1. De la même manière, je disais, effectivement, il faudrait qu'on puisse connaître côté annuaire chacun des cotitulaires de la boîte pour les afficher sur les restitutions annuaires. Et on avait parlé la dernière fois de se dire comment est-ce qu'on arriverait pour ces boîtes aux lettres-là à remonter les usages et les rattacher à la bonne personne qui s'est connectée à ce moment-là et qui a fait les envois. On se disait entre nous que c'était sans doute assez complexe. Et là, ce qu'on voyait d'un point de vue métier, c'est que il n'y avait probablement pas ce besoin de remonter de manière aussi précise les usages, être capable de les ventiler par rapport à chacun des cotitulaires de la boîte, et que ce sera plutôt côté indicateur chez nous qu'il y aura une ventilation qui sera faite peut-être en répartissant les usages sur l'ensemble des cotitulaires ou autre chose, mais qu'il n'y aurait pas de besoin et qu'on ne demanderait pas aux opérateurs, voire au LPS, de remonter cette information-là, ce qui simplifierait la donne. Ça, c'était la deuxième nouveauté importante sur Irritant 1.
Ok, s'il n'y a pas de remarques là-dessus complémentaires, je propose de passer à la point suivant, surtout je vois qu'on arrive à l'irritant 3. Bon, irritant 2, je l'ai laissé pour mémoire, que ce soit sur le support. On n'a fait aucune modification sur la description qui en a été faite lors de l'atelier 2. Donc en tout cas, je ne sais pas si vous aviez des remarques dessus qui n'avaient pas été faites la dernière fois. Soit effectivement, vous pouvez les faire là ou à l'issue de l'atelier, mais je ne pensais pas revenir dessus dans le détail aujourd'hui. Et je voulais surtout passer donc, à cet irritant 3 qu'on n'a encore jamais échangé entre nous. Donc pour rappel, hein, qui concerne tout ce qui permet finalement d'identifier la boîte aux lettres d'un destinataire lorsque celui-ci dispose de plusieurs boîtes aux lettres dans l'annuaire, a priori. Donc déjà, pour vous donner un peu des exemples de problématiques qui ont été remontées par les utilisateurs dans le cadre de Sentinel et qui ont nourri les réflexions. Alors c'est vraiment en vrac, mais c'est pour vous donner la base. Donc voilà, c'est vraiment en vrac. Donc ce qui était remonté, c'est que, et là c'est vraiment des résultats de recherche dans les LPS, hein, je ne parle pas de résultats dans l'annuaire national directement, c'est à travers les LPS. Beaucoup d'utilisateurs qui se plaignaient finalement que dans les résultats de recherche par nom, par exemple, hein, sur le nom d'un professionnel, beaucoup d'homonymes étaient remontés. Alors je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. C'est juste que dans beaucoup de LPS, apparemment, ou dans certains LPS, il y a tellement peu d'attributs qui sont remontés dans les résultats de recherche. Il y a grosso modo que le nom-prénom, pour caricaturer. Et de ce fait-là, fatalement, dans ces cas-là, on trouve fatalement des homonymes, et l'utilisateur n'est pas capable de trouver la bonne adresse de messagerie, puisqu'il n'a à l'écran que des noms et prénoms, et pas de lieu d'exercice, de profession, de spécialité. Ensuite, un autre irritant, alors vous verrez, hein, là effectivement, en introduction aussi, pour dire que les solutions qui vont être proposées ici ne concernent pas pas que les opérateurs, elles vont concerner beaucoup l'annuaire, elles vont concerner aussi parfois les éditeurs de LPS, mais pas que les opérateurs. Donc évidemment, les professionnels se plaignaient aussi du fait que les professionnels pouvaient avoir beaucoup de boîtes aux lettres, dont même certaines qui n'étaient pas à la connaissance et qui auraient été ouvertes par des opérateurs sans qu'ils en aient la connaissance. Qu'il pouvait même y avoir effectivement plusieurs adresses qui y avaient, en tout cas plusieurs adresses pour un même lieu d'exercice. Donc finalement, si on s'appuie sur le lieu d'exercice, c'est pas suffisant. Évidemment, l'annuaire retournait des boîtes aux lettres inutilisées, et donc des messages qui n'étaient pas reçus s'ils étaient envoyés dessus. Alors là aussi, c'est dans les LPS que justement dans l'interface de recherche, j'aurais pu le mettre avec, mais les critères de recherche n'étaient pas suffisants dans certains LPS pour trouver le bon professionnel. Typiquement, il manquait soit le lieu d'exercice, soit la spécialité ou la profession. Évidemment, ça n'aidait pas le professionnel à rechercher l'adresse. C'est le sujet de tout à l'heure. Là, je vous ai mis un exemple d'une adresse org existante. Je ne sais pas ce qu'elle recouvre d'ailleurs, c'est card. Pour dire que justement, le nommage des boîtes aux lettres org est trop complexe. En tout cas, n'aide pas toujours à l'identification de la boîte aux lettres. Et puis l'autre, ça c'est effectivement assez important, c'est le fait que on ne puisse pas rattacher une balle org à un professionnel, une personne physique en particulier. Elles sont bien rattachées à une structure. On peut retrouver toutes les boîtes aux lettres dans l'annuaire rattachées à une structure, mais finalement on ne sait pas quel professionnel peut utiliser telle ou telle boîte aux lettres, en tout cas pour lui écrire de l'extérieur s'il le souhaite. Voilà pour un florilège de cas de figure. Et donc on a essayé de distinguer les types de solutions en distinguant justement quatre familles de solutions. Alors le cas, déjà, quand on se positionne dans le cas où un professionnel dispose de plusieurs boîtes aux lettres pertinentes pour plusieurs situations d'exercice. La notion de pertinente, c'est juste de dire que la boîte aux lettres, elle est connue du professionnel et elle est utilisée par le professionnel. Ce n'est pas des boîtes aux lettres inactives ou inutilisées. Donc ça, on verra dans la slide suivante, hein, pour les différents cas de figure. Sinon, après, on a le cas de figure d'un professionnel qui dispose de boîtes aux lettres non pertinentes. On verra les solutions, mais ça, on a déjà anticipé dans le référentiel 1.5. Après, il y a le cas donc, là, qui ne vraiment concerne pas les opérateurs directement d'un logiciel LPS qui a une fonction de recherche. Alors, on a indiqué qu'il n'est pas assez complète, que ce soit en termes de critères de recherche ou en
termes d'affichage des résultats de recherche. Et puis, un cas un peu différent, mais finalement, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a aussi des solutions de ce côté-là, c'est que pour trouver la bonne adresse d'un professionnel, il n'y a pas que l'annuaire qui peut le permettre, mais il y a aussi d'autres manières plutôt organisationnelles, qui est de la manière dont les professionnels indiquent leurs adresses MS Santé, soit sur les ordonnances, les en-têtes de courrier, leurs cartes de visite, par exemple. Et que là, il y a aussi sans doute des préconisations à faire qui ne passent pas par les opérateurs, mais qui passent aussi par des documentations à destination des notaires finaux. Voilà en gros pour les 4 familles de produits. Ce que je propose, c'est de les passer en revue dans le temps qui nous reste. La première étant la plus riche. Donc là, on est dans le cas d'un professionnel qui dispose bien de boîtes aux lettres pertinentes, et donc plusieurs boîtes aux lettres pour plusieurs situations d'exercice, voire plusieurs boîtes aux lettres pour une même situation d'exercice. Et Edouard, on prend une question avant que tu continues ou tu veux bien aller sûr, à la j'ai fin? pas vu le. Oui, il y a Nicolas il y a Nicolas qui a levé la main. Nicolas, oui, très bien. Mike. Edouard, sur la diapositive précédente, dans les problèmes qui avaient été remontés là, du terrain, je suppose, il y en a un qui n'est pas listé et qui est assez important. Ça fait le lien avec sur une structure, enfin on attache des boîtes aux lettres à des structures en fait, donc ce qui fait qu'on est capable d'afficher dans l'annuaire les boîtes aux lettres pour une structure donnée pour un professionnel. Et ça provient des référentiels. Nous, on communique, on lit l'adresse, la balle lorsqu'on fait la déclaration chez vous avec l'identifiant de structure. Et c'est avec ça que vous faites cette consolidation pour présenter ces données de cette manière. Il est régulier qu'on ait des problèmes où les boîtes aux lettres ne sont pas affichées correctement. Le rendu n'est pas correct. Et je pense qu'il y a un problème de fond sur le référentiel. Il semblerait que les libéraux ne déclarent peut-être pas leur lieu d'exercice. Ah oui, ça c'est vrai que pas. Oui, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Mais par contre, ce que je ne saisis pas, c'est le lien que tu fais, parce que quand tu dis ces boîtes aux lettres, donc là on parle bien de boîtes aux lettres org, rattachées à une personne morale. Effectivement, dans l'absolu, en tout cas sur l'interface annuaire santé web, on voit en théorie, pour une structure donnée, une liste potentiellement de boîtes aux lettres org, si elles sont bien rattachées. Alors l'exemple que je te donne, c'est effectivement, Edouard, toi tu parles de balle org, et là moi je veux parler de boîtes aux lettres perso. Effectivement, je ne sais pas si ça se produit aussi, je ne pense pas que ça puisse se produire sur les boîtes aux lettres de type organisationnel. C'est plutôt sur les boîtes aux lettres de type perso où on a ce problème-là. Et il est tout aussi handicapant que les problèmes que tu montres là, que tu affiches dans cette diapositive. Et, il y a certainement des améliorations à apporter là-dessus. Alors tout à fait. Alors ça y est un petit peu, c'est un peu caché effectivement, on pourrait le mettre plus explicitement parce que ça dépend de quel problème on parle. Il y a effectivement des règles de gestion historiques de l'annuaire qu'il faudrait peut-être revoir, mais pour vous rappeler comment ça fonctionne, une boîte aux lettres personnelle vous savez, quand vous déclarez une boîte aux lettres personnelle, vous pouvez aussi déclarer une structure, une situation d'exercice, donc une structure d'une situation d'exercice à laquelle la rattacher. Si ce champ-là n'est pas rempli, ce que fait l'annuaire, c'est qu'il affiche en théorie cette boîte aux lettres personnelle sur chacune des situations d'exercice déclarées dans l'annuaire. C'est ça, Et ça c'est OK. Voilà, après c'est peut-être pas justement, il y a une solution qui propose de pas continuer comme ça. Et par contre, si effectivement il y a bien une situation d'exercice cible, à ce moment-là, en théorie, elle n'est affichée que sur cette situation d'exercice cible. Et ce que tu dis, c'est que cette règle-là n'est pas bien appliquée à tous les coups. Elle ne marche pas tout le temps. Et apparemment, les éléments, les explications qu'on m'a données, donc moi je précise, on va dire, un lieu d'exercice pour cette boîte aux lettres, d'accord. Un lieu de rattachement. Et apparemment, ce lieu de rattachement, il n'est pas connu chez vous dans les référentiels. Ah, mais tu veux dire, l'erreur, vous l'avez explicite à l'alimentation. Ouais. D'accord. Non, vous prenez quand même la donnée, mais la représente. Oui, mais il doit y avoir un warning. Peut-être qu'il y a un warning, c'est possible. Je ne sais plus exactement. Et le résultat est que cette boîte aux lettres, elle n'est pas affichée sur ce lieu d'exercice, elle est affichée dans tous les lieux d'exercice. D'accord. Et c'est les éléments d'exercice, c'est pas connu. Ouais.
qui nous sont régulièrement remontés sur des établissements pour lesquels ils ont des professionnels qui sont à cheval. D'accord. J'ai encore eu le cas la semaine dernière. Oui, ça ne m'étonne pas. Effectivement, on le rajoutera aussi. Par contre, est-ce que tu pourrais nous renvoyer, je me dis qu'on a déjà échangé là-dessus, mais un cas récent, qu'on ait un cas concret Je vais demander à ce qu'on vous envoie ça, en fait. Oui, volontiers. Comme ça, on vérifiera concrètement le pourquoi. Ok, c'est noté. Merci. Pas d'autres questions, donc. D'accord, parfait. Oui, donc je reviens sur ces typologies de solutions qu'on commence à construire. Il n'y a rien d'arrêté, tout ça c'est pour concerter avec vous. Alors, finalement, la principale piste qu'on ait pour l'instant, c'est de se dire que finalement, on est peut-être arrivé à la limite du modèle actuel de rattachement annuaire uniquement basé sur les informations remontées par les opérateurs, ce qui est quand même intéressant, mais il faudrait peut-être le compléter d'une solution telle que celle-ci. Reste à voir la faisabilité, hein. Mais ce qu'on se dit, c'est que justement, ce rattachement d'une boîte aux lettres à une situation d'exercice en particulier, c'est bien qu'elle puisse être déclarée par l'opérateur à une situation, mais finalement, pourquoi pas plusieurs aussi, et que si on laissait la main au professionnel pour justement agir sur l'annuaire et choisir par lui-même, finalement, en fonction des différentes situations d'exercice qui sont déclarées dans l'annuaire, et des différentes boîtes aux lettres déclarées par les opérateurs, finalement, que ce soit à lui de véritablement soit masquer des boîtes aux lettres parce qu'ils ne veulent pas qu'elles soient dans l'annuaire, donc ça reviendrait un peu à l'équivalent de la liste rouge, mais les masquer d'une manière différente, soit finalement de bien choisir, soit de mettre effectivement, parce qu'ils le souhaitent, cette même boîte personnelle sur l'ensemble des situations d'exercice, soit sur une seule, soit aussi d'indiquer qu'on peut lui écrire sur une boîte aux lettres organisationnelle, ce qui n'est pas du tout possible pour l'instant, rattacher une de ces situations d'exercice. Donc là, évidemment, ça nécessite. Alors, ce que je mettais en remarque, c'est qu'on ne changerait pas le principe que les situations d'exercice remontent par les autorités d'enregistrement dans l'annuaire. C'est à l'heure actuelle le cas. Bon, évidemment, on va voir s'il en manque, c'est un autre sujet. Et puis que les opérateurs remontent toujours, finalement, ISO les déclarations, au moins pour initialiser l'annuaire. Mais qu'après, le professionnel puisse se connecter à une interface web nationale pour modifier ces rattachements. Et donc, il pourrait agir sur chacune des situations d'exercice et indiquer la balle qu'il veut afficher ou pas sur chacune des situations d'exercice. Ça veut dire à peu près la même chose. Et évidemment, il faudrait que les restitutions de l'annuaire s'appuient évidemment sur ces modifications-là pour faire les restitutions. Voilà, on pressent que si effectivement les professionnels veulent bien se saisir de cette interface-là, ça serait peut-être une interface, reste à voir cette interface, où est-ce qu'elle serait hébergée, ça serait peut-être pas une interface de l'annuaire, mais une interface sur un site à identifier, que ce soit de l'assurance maladie ou autre. Et voilà, on a l'impression que on ne peut pas tout demander au rattachement opérateur qui, en plus, n'aura sans doute pas la dernière fraîcheur de ce que souhaite le professionnel. Ça, c'est la première piste. La deuxième, alors justement, on en parlait à l'heure actuelle, juste avant, c'est cette règle à l'heure actuelle, finalement, où une boîte aux lettres personnelle peut être attachée sur un exercice à travers l'opérateur, mais c'est optionnel. Et ce qu'on se dit là, c'est que justement, ça sans doute une bonne chose, si effectivement on voit que c'est bien possible pour les opérateurs, de limiter l'utilisation d'exercice de limiter l'usage du boîte aux lettres à une seule situation d'exercice et non pas de la faire apparaître sur plusieurs, ce qui peut être très perturbant quand il y a des situations d'exercice à l'hôpital et en ville, ce qui est quand même souvent le cas. La troisième, oui, Jérémy qui va intervenir. Non, mais je laisse Édouard finir et peut-être que je. Ok, bon après, on finit les deux autres et on prend les remarques. Meilleure description des boîtes aux lettres hors câble, et ça j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est cette idée qu'on vous soumet, c'est qu'effectivement, d'un point de vue technique, déclaration opérateur, il y a bien un champ de description de la boîte aux lettres qui est remonté et renseigné par les opérateurs, mais finalement, il est très peu restitué ou souvent mal restitué
côté LPS. Donc, il y a sans doute quelque chose à faire, et puis on reprenait cette notion aussi d'imposer une certaine règle de nommage pour les balles orgues. Et enfin, alors ça, c'est pas lié directement à Sentinelle, mais ce qu'on disait, pour en parler avec vous, on en a parlé d'ailleurs avec certains d'entre vous, qui m'ont remonté, un besoin quand même historique de nettoyer, on va dire, notre interface alimentation annuaire, qui est ancienne, et de supprimer certains attributs qui finalement ne sont pas utilisés dans la pratique. Et là, je parle des champs dématérialisation et zéro papier pour ceux qui connaissent, et d'un contact téléphonique qui pouvait être poussé à travers les interfaces annuaires MS Santé, qui finalement ne sont utilisés par personne. Et en plus, pour le téléphone, c'est pas la bonne manière de mettre à jour des données annuaires que de passer par l'adresse mail MS Santé pour les mettre à jour. Donc ça serait une proposition de supprimer ça, ce qui aurait aussi l'avantage côté opérateur de réduire un peu le nombre de champs demandés obligatoirement. C'est pas le cas du téléphone, mais c'est le cas en tout cas de la matérialisation à l'opérateur. Donc ça serait inclus dans les expressions de besoin qu'on ferait à l'annuaire, et à voir évidemment comment on gérerait la transition avec les processus existants. Donc voilà pour les quelques propositions qu'on a sur cet axe boîte aux lettres pertinente, permettant effectivement d'améliorer la description des boîtes aux lettres publiées dans l'annuaire. Rémi, oui, en vrac, alors, sur le deuxième point, je suis assez réticent à ça. Alors déjà, il y a déjà une exigence, qui est une exigence aujourd'hui, de rattacher explicitement les boîtes personnelles pour les boîtes personnelles des professionnels qui exercent dans un établissement de santé identifié par un FINES. Donc, je veux dire, il y a déjà une obligation qui fait que si c'est une boîte aux lettres personnelle qui est dans le cadre d'un exercice d'un établissement, on doit de toute façon la rattacher au bon FINES. Oui, pardon, attention. Non, pas pour moi. En revanche, pour moi c'est optionnel, ce champ-là est optionnel, quelle que soit la situation. Non, c'est-à-dire il est obligatoire quand ça concerne une activité qui est dans le cadre d'un FINES. C'est une recommandation si c'est un établissement qui est avec sirène, et il peut exister des boîtes personnelles, et c'est forcément le cas dans tous les... On avait parlé d'ailleurs dans l'irritant 1 de structure, entre guillemets, de modalité d'exercice sans FINES ni sirène. Et dans ce cas-là, il peut exister des boîtes aux lettres personnelles qui ne sont pas rattachées à une situation d'exercice. C'est le cas, oui. Et donc, moi, je pense que ça, de toute façon, j'ai peur que vu que les situations d'exercice, on l'a vu, il y a un décalage entre celles qui sont enregistrées dans l'annuaire santé et les situations d'exercice réelles. Je pense qu'on a quand même intérêt à laisser, entre guillemets, la priorité à la quantité de soins. C'est-à-dire que quand on a un établissement qui nous contacte, un professionnel qui travaille dans un établissement, qui nous le déclare, même si ça n'est pas encore enregistré dans l'annuaire, il faut qu'on puisse lui créer la boîte aux lettres, il faut qu'on puisse la rattacher à une situation d'exercice si on la connaît et la transmettre, mais pas rendre bloquant le fait de ne pas trouver cette situation d'exercice dans l'annuaire, ou à l'inverse, que cet établissement n'existe pas. Parce que j'ai peur que c'est un vœu un peu pieux. L'annuaire arrive pour l'instant à décrire de façon fiable toutes les situations d'exercice d'un praticien en temps réel. Alors ça, c'est sûr. Sur rapidement, sur les deux, c'est plus rapide sur les deux. Le troisième, c'est un peu la même remarque que tout à l'heure. La préconisation de nommage, oui. Imposer une règle de nommage, je trouve ça un peu dangereux. Et le troisième point, le dernier point, très favorable. Nous, en tout cas, ça fait partie aussi des choses qu'on promeuvait là-dessus, c'est-à-dire ces champs qui ne sont pas utilisés. Bien sûr. Le ménage, c'est très bien. Voilà, ça n'améliorera pas l'usage, véritablement la problématique Sentinelle, mais au moins, ça allégera un peu la charge de création des boîtes et la gestion pour tout le monde. Oui, ok. C'est noté. Alors, je ne sais pas si ça suscite d'autres réactions. Oui, Clotilde. Oui, j'ai une réflexion sur le fait, la première colonne, le fait que le PS pourrait modifier son rattachement d'adresse à un lieu d'exercice. Donc ça sous-entend que ça n'a pas forcément été envoyé par l'opérateur, ou alors que ce qui a été envoyé par l'opérateur ne convient pas au PS. C'est ça, complètement. Est-ce qu'on peut envisager dans ce cas-là une remontée dans l'autre sens, par exemple avec le compte-rendu de publication qui spécifie que le PS a fait un autre choix, et que tant qu'à faire, l'opérateur fasse une modification du paramétrage effectué, ou
Alors, moi, Ça veut dire que l'opérateur va continuer à publier quelque chose une qui n'est pas situation aligné. d'exercice qui ne sera pas alignée avec ce que souhaite le PS. Donc, si le PS ne fait pas le choix de revenir vers son opérateur pour signaler, est-ce que et que lui, il fasse la modification directement côté ANS, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une remontée dans l'autre sens? Alors, bon, on peut l'envisager, mais finalement, quel serait le bénéfice au total? Parce que ce que je me disais, c'est qu'effectivement. D'avoir des données à jour côté opérateur. Alors, oui. Cohérentes, je sais pas. Ouais, oui. Ce que je me disais, c'est que il faut nécessairement, à mon sens, laisser la possibilité à l'opérateur comme de continuer à déclarer ces éléments-là. On aurait pu se dire, finalement, on se base uniquement sur cette interface nationale, mais il y a de fortes chances que plein de professionnels n'y accèdent pas. Et donc, il faut bien l'initialiser par quelque chose. Et donc, autant garder ce qu'on a déjà et qui marche pas si mal que ça. Par contre, ce que je me disais, c'est qu'une fois qu'il s'est déclaré et qu'il a exprimé un souhait, finalement, ça prenait le pas sur la déclaration opérateur. Effectivement, l'opérateur continue à faire une déclaration. Moi, je le vois plus dans le sens où l'opérateur continue à faire une déclaration erronée. Oui. Moi, ce que je vois dans de notre fonctionnement, ça veut dire que nous aussi, on déclare de mauvaises informations. C'est qu'on a associé un compte PS à un lieu d'exercice qui n'a peut-être plus lieu d'être. Donc finalement, on a un annuaire interne qui est faux. Même si on récupère l'information de l'annuaire santé, mais moi, ça serait plus en mode cohérence de données. Ouais, mais à mon sens, le but n'est pas tellement de dire que finalement la déclaration faite par l'opérateur n'est pas la bonne, c'est plutôt pour que finalement il puisse en masquer certaines et en privilégier d'autres, parce que c'était un peu la notion, on avait un peu échangé la dernière fois, de boîte aux lettres privilégiée ou préférentielle, qui nous paraissait difficile à mettre en œuvre parce qu'on ne sait pas pour quel usage, privilégier pour qui, pour quoi faire. Et l'avantage de cette interface nationale, c'est qu'elle, finalement, si le professionnel décide de n'exposer qu'une seule adresse sur son exercice ou d'en exposer moins, ça revient à faire une boîte aux lettres privilégiée, préférentielle. Mais c'est pas pour autant que c'est erroné, c'est juste qu'il veut simplifier la manière dont ces données sont exposées par l'annuaire, quoi. Mon but, ça serait plutôt qu'il on prend le cas effectivement où finalement un ou plusieurs opérateurs ont remonté 2 adresses sur une situation d'exercice, qui puissent en masquer une des 2. Mais bon, le chemin retour, on peut c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est faisable. Retour vers l'opérateur. J'aurais tendance à dire, mais l'opérateur, il l'a, mais je sais pas quoi. Le chemin retour, il peut l'avoir, l'opérateur, mais c'est un peu compliqué. Il l'a dans les extractions annuaires, quoi. Il est sous forme de warning ou de. Ok, moi c'est noté. Alors effectivement, on peut avoir le warning sur le lieu d'exercice. Donc là, je rejoins, je ne sais plus qui a parlé, mais j'ai déjà constaté ça. Où effectivement, on a des fois des incohérences où nous, l'information PS nous dit clairement un lieu d'exercice et on a un retour sur le finesse renseigné est inexistant dans le référentiel, alors que c'est pas le cas. Mais non, là, c'était plus une réflexion de se dire si le PS ne va pas vers son opérateur pour faire une mise à jour de son dossier, mais le fait plutôt côté ANS qui centralise tout. Est-ce que du coup, en tant qu'opérateur, on ne pourrait pas finalement avoir une remontée pour être nous à jour par rapport à ce qu'on publie? C'est plus dans l'effet cohérence de nous, on va continuer à pousser une information qui n'aurait plus lieu d'être. Qui ne correspond pas à celle du professionnel. Voilà. Okay. Bon, c'est noté, il faudra voir comment on peut procéder. Ouais, ok. Est-ce qu'il y avait. Je voyais une autre main levée, mais je ne vois pas qui. Non. C'est Nicolas de nouveau. Ouais, ça me fait. Il y a Madame Légard déjà. Oui. Moi, j'avais en fait une remarque un peu dans le même sens que la remarque à l'instant.
je pense que ça peut être pertinent qu'on ait un retour parce que, en fait, moi, ma crainte, c'est que si on ne met pas à jour les informations de notre côté, c'est qu'il y a une confusion pour l'utilisateur et qu'il ne comprenne pas qu'il a fait une modification à un moment donné, puis plus tard, il veut rectifier ça et puis il se rapproche de l'opérateur MS Santé et il ne comprend pas pourquoi les modifications qu'il fait sur notre interface ne s'appliquent pas parce qu'en fait, ce seraient les modifications faites sur votre interface qui prendraient le dessus. Donc, je pense que ça peut être bien d'avoir, même si ça ne se fait pas à l'instant T, mais qu'on puisse quand même venir nous répercuter ces modifications sur notre propre alimentation. Et j'avais une question également. Dites donc, les interfaces annuaires santé prennent en compte ces modifications. Par interface annuaire santé, vous parlez du site annuaire.santé.fr ou également toutes les extractions comme web service? Le but, c'est bien, il faut effectivement, si on allait dans cette option-là, effectivement, il faudrait que bien sûr le site web les reflète, mais il faudrait surtout que les extractions utilisées par les opérateurs, mais aussi surtout les LPS, donc que ce soit Fire, que ce soit l'extraction, je dirais, fichier, ou que ce soit le LDAP, quoi, en l'occurrence. D'accord. Pour justement que ça puisse être profitable aux utilisateurs finaux, quoi, quelle que soit la manière dont ils consomment l'annuaire. D'accord, merci pour les réponses. Je laisse la parole à Nicolas. Ah, mais Nicolas a disparu. Ouais, je suis toujours là. Oui, ça va dans le sens de ce que vient de dire aussi Alice. Hein. En fait, la relation avec l'utilisateur, enfin nous, en tant qu'opérateur, on l'a en fait. Oui. Et ça rejoint un peu les problèmes que je rencontre avec les balles qui ne sont pas attachées à des structures. On a de grosses difficultés à démêler ces incidents en fait, parce que qui doit corriger ça? Le client, enfin l'utilisateur s'adresse à nous. On est impuissant face à ça parce qu'on n'a pas la main là-dessus. Et donc, on ne peut pas corriger. Si l'interface elle est tenue par un service qui se trouve chez vous, en fait, l'utilisateur, son réflexe, ça va être de prendre contact avec son opérateur de messagerie sécurisée. Et nous, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est le renvoyer vers vous. Il ne saura peut-être pas, vers le service, il ne saura peut-être pas bien l'utiliser. Oui, alors c'est sûr, mais je dirais, là l'idée c'était que cette interface, justement, là on lui donne directement la main pour agir, alors pas pour faire n'importe quoi, mais pour agir dans le cadre des situations d'exercice déjà présentes, et sur les adresses déjà déclarées par les opérateurs. Oui, j'ai bien compris. D'accord. Moi, je me demande, si c'est pas à l'opérateur de récolter, on va dire, je comprends. Cette information pour vous la donner. En fait. Alors, l'autre piste, mais ça, je suis complètement ouvert. Enfin, à ce stade, il n'y a aucun souci. Parce que l'autre piste, c'est de se dire que ça serait plutôt finalement une évolution de l'API existante pour vous permettre de faire ces bonnes déclarations, mais à ce moment-là, c'est vous qui avez l'interface avec l'utilisateur. C'est ça. C'est l'autre piste. Hein. Ouais. Voilà, l'inconvénient que je voyais avec ça, c'est que c'est vraiment tout à fait faisable, hein, mais c'est que comment faire l'opérateur ne pourra agir dans ce cas-là s'il a plusieurs opérateurs, c'est pas le cas général hein, peut-être, mais il faudra qu'il aille sur les interfaces de chacun de ces opérateurs pour agir sur ces situations d'exercice, quoi. Parce que pour un opérateur de données, comment dire, ça sera la dernière, la dernière alimentation qui prendra la main en fait. Hein. Et cette dernière alimentation, les données récoltées, c'est des données qu'on récolterait au travers de nos clients, de nos établissements. En gros, je vous donne un exemple. Hein. C'est généralement le service informatique qui se charge de récolter toutes ces informations pour procéder à l'alimentation des annuaires. Le service informatique récupère les données nécessaires pour réaliser l'alimentation. Une fois ces données récoltées, il nous les donne en fait. Hein. Il utilise nos services et nous, on pousse tout ça vers les points d'entrée de l'alimentation d'annuaire. Et cette dernière alimentation, elle écraserait, on va dire, les précédentes préférences, en fait. C'est comme ça que je le verrais, moi, en fait. Mais, parce que dans ce cas-là, qui est plutôt un cas d'établissement, effectivement, c'est pas l'utilisateur qui, de lui-même, agit sur une interface, c'est le service informatique qui met à jour des listings. Ouais, dans le cadre d'un établissement, c'est comme ça que ça se passe. Dans le cadre
d'un libéral. C'est au travers, je suppose. Moi, on a des expériences là. Je ne sais pas si nos amis de CGM sont présents, mais ils récoltent ces informations auprès de leurs clients. Ils ont un système d'information qui permet à leurs clients de récupérer ces préférences. Hein. Et une fois ces préférences récoltées, en fait, ils nous les fournissent de manière à ce que nous, avec notre qualité d'opérateur, on puisse vous les donner pour que ça soit présenté dans les annuaires de messagerie sécurisée. Bon. Voilà. Okay, c'est une réflexion en fait. Complètement. C'est le but de ces échanges. Hein. Il faut vraiment, il faut poser la maintenance en fait. Hein. Comment on fait pour supporter, pour apporter un support quoi. Oui, tout à fait. C'est bien beau de faire de la technique, de faire des choses super intéressantes. Si après, si le run il est compliqué à tenir au prix où est vendue une boîte aux lettres aujourd'hui, bon, faut faire attention aux choix qu'on va faire, quoi. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est noté. On va y réfléchir aussi sous cet angle-là. Puis on en reparle au prochain atelier. Je vois qu'il nous reste assez peu de temps. Je vais peut-être passer aux trois dernières slides. S'il n'y a pas d'autres questions, je sais pas, Mike, tu me dis, mais je n'ai pas vu, je crois. Non, pour l'instant, pas de questions. Alors, je poursuis. Ça va aller plus vite sur les. Il y a une slide pour finir cet irritant 3. Je vais essayer de passer assez vite, quitte à ce qu'on continue les échanges lors du prochain atelier. Donc là, il y avait le cas, je l'ai très vite, cadre professionnel disposant de plusieurs boîtes aux lettres non pertinentes, donc non connues ou non utilisées. Ce qu'on se disait, c'est que pour les boîtes aux lettres inutilisées, effectivement, il y a quand même les modalités de dépublication que chaque opérateur va mettre en place. Donc avec le nouveau référentiel qui devrait quand même porter leurs fruits, mais on voit ça en quelques mois. Et pareil pour les boîtes aux lettres qu'ils ne connaîtraient pas, normalement elles seraient aussi inutilisées, donc normalement aussi dépubliées pour moi. Et puis elle pourrait aussi être masquée par une interface nationale ou au moins d'autres déclarations faites par les opérateurs. Après, le cas d'un logiciel PS dont la fonction de recherche annuaire n'est pas assez complète, donc ça ne me concerne pas directement côté opérateur, sauf si vous me dites le contraire. Là, ce qu'on envisage, et peut-être déjà dès la vague 2, là, puisqu'elle n'est toujours pas sortie pour les éditeurs de LPS, chose qui est pour l'instant pas présente dans le référentiel 2 MS Santé, d'imposer des critères de recherche à minima que peuvent utiliser les professionnels. J'en avais listé certains ici, c'est pas une fois stabilisé. Et puis d'imposer aussi des attributs à afficher nécessairement dans les résultats de recherche pour justement discriminer les résultats. À l'heure actuelle, pour l'instant, on dit juste qu'il faut donner aux professionnels la moyen de rechercher. On ne va pas plus loin. Et puis aussi autre chose qui était problématique, qui était remontée dans les irritants, c'est que certains logiciels ne permettent pas d'afficher les professionnels qui n'ont pas de boîte aux lettres MS Santé. Donc ça pose beaucoup de questions aux utilisateurs qui ne comprennent pas pourquoi ils ne retrouvent pas les professionnels. Et enfin, dernier cas, je voulais le lister tout à l'heure, c'est qu'il faut effectivement qu'on travaille aussi sur la manière de faire connaître, qu'un professionnel fasse connaître ses boîtes aux lettres sans passer par l'annuaire santé. Et ça va nécessiter effectivement des bonnes pratiques, des guides pour les utilisateurs finaux, en particulier sur les en-têtes d'ordonnances de courrier ou de cartes de visite. Ça ne faut pas l'oublier côté déploiement, la santé et Sentinelle. Voilà, donc ça c'était le premier échange sur l'irritant 3. On a pris en compte on a noté en tout cas pas mal de vos remarques. On en reparlera fatalement au prochain atelier, dans 2 semaines, je crois. Donc une petite ouverture rapide dans le temps qui nous reste sur la conclusion et sur la suite. Donc ça c'est le même slide que la dernière fois où on reprend les risques et les principaux risques et principaux points à instruire. Il y a un point le point 2 là, qu'il faudra qu'on voit ensemble, mais sans doute la prochaine fois, qui n'est pas encore très clair de notre côté, c'est de savoir effectivement si on arrive à avoir la délégation des secrétaires, quelles seront les interfaces qui seront utilisées par les secrétaires pour s'y connecter. Est-ce que les LPS leur proposeront quelque chose ou est-ce qu'il faudra, côté opérateur, proposer quelque chose? En termes de webmail ou autre, c'est pas encore très, très clair. Ça, je pense qu'on va mettre à l'ordre du jour de la prochaine fois. Les manipulateurs, on en a parlé, et là, c'était le point, effectivement, de dire qu'on n'avait pas besoin de remonter les usages pour les boîtes aux lettres cabinet de manière très, très fine. Et donc, en conclusion, pour donner les prochaines étapes à court terme,
Ce qu'on s'était fixé, on l'avait vu en introduction, c'est qu'à la mi-mai, on essayait d'avoir finalisé le cadrage. Alors c'est vrai pour certains points, pas pour tout, loin de là, en particulier pour l'héritant 3 qu'on commence à instruire. En tout cas, à court terme, nous, ce qu'on veut faire, c'est, avec les éléments qu'on a là, formaliser des évolutions demandées à l'équipe annuaire sur les 3 irritants, pour voir la faisabilité de l'évolution et la roadmap qui pourrait être mise en face. Donc ça, c'est notre activité à court terme. Il y a le 22 mai une présentation en interne des résultats d'avancement du cadrage MS Santé Sentinelle pour le projet Sentinelle, et qui permettra, j'espère, d'avoir des premiers arbitrages sur la nature des solutions qu'on envisage de mettre en œuvre. Et puis, donc, je vous le disais, le prochain atelier qui est le 26, je ne sais plus si c'est un jeudi ou un vendredi. Jeudi. 26 mai. C'est bien jeudi, c'est pas l'autre qui est un vendredi. Ok. C'est ça. Parfait. Et donc là, entre autres, évidemment, on va faire un retour sur ces arbitrages, effectivement, internes, sentinelles, sur les échéances qu'on se donne pour la réalisation de ces projets. Et puis voilà, on espère pouvoir commencer à travailler avec vous sur des évolutions du référentiel 1 plutôt sous forme d'exigence, qu'on avait pris l'habitude de le faire en particulier lors des concertations sur l'API LPS, et puis certains points qu'on a pris aujourd'hui, sur lesquels il faudra revenir. Voilà, il est l'heure. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Mike. Non, c'est une remarque de M. Lagarde qui, oui. qui mettait en avant nécessité d'une expérimentation. Voilà, la possibilité de faire des expérimentations pour vérifier qu'on réponde vraiment aux besoins. Oui, tout à fait. Alors, c'est la grosse question de cette fin de cadrage, c'est de se dire, effectivement, il y a plein de pistes qui ont été envisagées, lesquelles auront le plus d'impact sur les utilisateurs. Il y a aussi, effectivement, j'en ai assez peu parlé, mais des actions qui sont prises auprès des utilisateurs, en tout cas côté Task Force Médecine de Ville, pour aussi voir si ces solutions-là pourraient répondre à... Et voilà, il y a vraiment cette question d'expérimentation, je ne sais pas, et effectivement de s'assurer que les solutions qu'on essaie d'esquisser, qui vont avoir un coût, si elles sont vraiment efficaces. Tout à fait juste. Voilà, il est pile l'heure. Je vous remercie à tous pour votre participation et je vous donne rendez-vous au prochain atelier dans 2 semaines. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.